bonjour, bonsoir, chers hommes, selon l'endroit où vous vous trouvez. Alors, bienvenue à notre émission Les Rendez-vous des Hommes, l'émission pour édifier, bâtir les hommes sur notre chaîne LBS Web TV, que ce soit bien sur YouTube ou bien sur Facebook. Alors, merci pour votre fidélité. Nous apprécions que vous contribuez à l'expansion de cette émission pour bénir, bien sûr, les hommes et à contribuer à l'expansion du royaume des dieux. Alors, ce soir, nous avons le privilège et l'honneur d'avoir un ami proche, vraiment. Alors, c'est un médecin. Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous voulions vraiment investir sur la santé des hommes. Alors, nous avons vu les deux précédentes émissions, la santé des hommes selon différents angles. Aujourd'hui, nous allons voir selon l'angle d'un médecin. Alors, nous sommes très honorés de recevoir ce soir Dr Ghislain Loubengui. Bonsoir Ghislain, comment ça va? Bonsoir cher ami Augustin. Ça va bien, Dieu fait grâce. Tout va bien. D'accord. Alors, merci d'avoir accepté de participer à cette émission et apporter justement la grâce que Dieu a investie dans votre vie pour bénir les hommes. Alors, vraiment, nous vous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Sans plus tarder, notre première question concerne vous-même. Nous aimerions que vous nous parliez un peu de votre parcours, n'est-ce pas, que ce soit bien professionnel, académique, mais également aussi nous parler brièvement de votre témoignage, comment vous êtes arrivé à connaître le Seigneur Jésus. Oui. Merci déjà de m'inviter. C'est aussi un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui parce que c'est une brillante idée que d'organiser une telle émission avec les hommes. C'est difficile de parler de moi-même, c'est un exercice que je n'aime pas beaucoup parce que j'ai appris l'humilité et j'ai dit ça souvent à mes étudiants, je trouve prétentieux de parler de soi-même. Mais je vais faire bref pour quand même répondre à votre question ou à ta question. En fait, je suis Ghislain Loubengui, je suis issu d'une grande famille et je suis d'origine congolaise, bien évidemment. J'ai un parcours académique assez atypique. Je suis médecin à la base, mais après la pratique clinique, je me suis spécialisé en santé publique. J'ai fait mon deuxième cycle et mon troisième cycle essentiellement en santé publique et en sciences médicales. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler en tant qu'expert en santé publique, un scientifique, un chercheur et un enseignant. Et voilà, j'ai accepté le Seigneur il y a plusieurs années, j'étais un calotin, et c'est par la grâce de Dieu que j'ai rencontré une femme qui m'a amené plutôt vers les églises de réveil, comme on dit. Et puis, on a cheminé ensemble, et puis finalement, nous sommes mariés. Nous avons quitté le Congo il y a déjà plus de 30 ans. Nous sommes passés par la Belgique et aujourd'hui, nous sommes ici au Canada, où j'exerce essentiellement la fonction d'enseignant à l'université. J'enseigne le cours de base de médecine en sciences infirmières et aussi je fais de la recherche, je suis administrateur, directeur de projets de santé, essentiellement en Afrique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau-ci. Et justement, qu'est-ce qui vous a conduit justement à entrer dans ce domaine, la médecine? Très bonne question, parce qu'au fait, moi, je dirais que je suis né médecin, parce que la médecine, c'est comme un apostolat. On ne devient médecin pas qui veut, mais moi, je pense que je suis né avec cette attitude, cette envie de venir en aide à l'autre, à autrui. Et lorsque je devais m'inscrire après avoir terminé mes études secondaires, je n'avais qu'un seul choix, c'était la médecine, rien d'autre. Parce que j'aimais vraiment venir en aide aux autres. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est venu aussi de ma mère, parce que ma mère était infirmière à la base. Et puis après, moi-même aussi, j'ai voulu, parce que j'ai beaucoup côtoyé ma mère, quoique j'ai vécu avec mes deux parents, mais j'étais plus attaché à ma mère et je la voyais, comment elle prenait soin des autres, son attitude.
Et puis finalement, en grandissant, j'ai eu cette envie-là de devenir médecin. Et puis bon, j'ai pris soin des enfants, des adultes, des femmes. Et puis finalement, suite à un événement, lorsque je travaillais comme chef de division dans un service sous tutelle du ministère de la Santé au pays, il y a eu un incident par rapport à un essai clinique. Et puis finalement, c'est comme ça que j'ai décidé de faire la santé publique et de m'orienter vers la pratique des essais cliniques. Donc j'ai poussé jusque à ces niveaux-là. Wow, quel parcours. Merci. Alors, première question. Pour nous les hommes, vous savez, on voit, selon les statistiques, les hommes ont tendance à mourir plus vite que les dames. Et nous voulons changer ces statistiques. Alors, dites-nous, que devons-nous faire pour se maintenir en santé, nous les hommes? Quels sont les conseils de la part de médecins, chercheurs, enseignants dans ce domaine de la santé? C'est une très bonne question, mais comme d'habitude, lorsqu'on parle de la santé, à un public beaucoup plus large, il est important de bien cerner le contexte et de préciser certains concepts. Donc, qu'il me soit permis de pouvoir apporter un éclairage sur certains concepts au niveau de la santé, mais également au niveau de la santé des hommes. Alors, la première des choses à savoir, c'est que la santé, parler de la santé des hommes, c'est un sujet qui est vaste, multidisciplinaire, multidimensionnel et sous-tendu par des enjeux de santé publique. Mais en même temps, dans la vie des hommes, il est important, et surtout dans notre société, de savoir que la vie d'un homme est ponctuée de diverses activités. Des activités sportives, familiales, spirituelles, professionnelles. Et dans une perspective structurante, l'homme doit pouvoir trouver le bon équilibre. Parce que s'il ne trouve pas le bon équilibre, ce qui se passe, évidemment, c'est le stress. Et le stress peut changer le comportement de l'homme. Il y a la dépression, l'anxiété, etc. Et ça peut justement conduire à des maladies que nous allons évoquer plus tard. Alors, autre chose, c'est que à chaque âge, correspondent des besoins et de préoccupations ainsi que de priorités spécifiques. Donc, lorsqu'on parle de la santé des hommes, il est important également de faire la différence en fonction du sexe, en fonction même des âges. Ça, c'est important. Et aussi de considérer différents échelons. Il y a l'échelon individuel, l'échelon familial, et peut-être l'échelon social, professionnel, etc., ou institutionnel, parce que, comme vous le savez, avec les enjeux de santé publique, la santé peut être perçue comme une préoccupation. Ça peut être une préoccupation pour nos autorités, ça peut être une préoccupation individuelle, ça peut être aussi un objectif à atteindre. Alors, lorsqu'on parle de la santé de manière générale, ça c'est aussi une précision essentielle, c'est que faisons généralement allusion au bien-être. Parce que d'ailleurs, pour preuve, l'OMS définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social, mais qui n'exclut pas, qui ne consiste pas en l'absence de maladies ni d'infirmités. Donc, c'est pour dire simplement que lorsqu'on parle de la santé, très souvent, nous faisons allusion au bien-être. Maintenant, pour revenir plus exactement à la question, c'est que la plupart des maladies dont souffrent les hommes, c'est des maladies qui sont associées à des comportements et à un certain mode de vie. Je disais tout à l'heure que l'homme doit pouvoir trouver un équilibre et le bon équilibre, n'est-ce pas, entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Alors, si l'équilibre n'est pas là, eh bien, l'homme est soumis à des pressions. Parce que à chaque activité que la vie de l'homme, à chaque activité à laquelle la vie de l'homme soumet celui-ci, eh bien, il y a des obligations, il y a des responsabilités. Et il arrive parfois des aléas dans la vie. Un homme peut perdre son travail, il peut se retrouver dans le chômage, il peut aussi connaître les deuils, les divorces, des dettes, etc., etc. Toutes ces situations-là
exercent une certaine pression qui peuvent justement conduire à des maladies qui sont des maladies essentiellement des maladies chroniques, n'est-ce pas? Donc, qui sont des maladies liées au comportement, au mode de vie. Mais il y a aussi le problème d'inactivité ou de sédentarité. Un homme qui ne bouge pas suffisamment, qui n'introduit pas dans sa routine quotidienne un sport, une activité physique, peut se retrouver également avec des problèmes de santé tels que des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, etc. On y reviendra. Mais il y a aussi, à côté de cela, évidemment, le tabac, l'alcool, etc. Même le fait de ne pas bien dormir, ça peut justement conduire à des problèmes de santé. Voilà. Wow, c'est extraordinaire. J'aime bien la définition que vous avez mentionnée de l'Organisation mondiale de la santé qui relève non seulement la santé physique, mentale, mais également sociale. Et quelque chose qui m'a marqué particulièrement dans votre définition qui dit qu'il ne consiste pas nécessairement à l'absence de maladie. Donc, on voit que au lieu juste de cibler l'aspect physique, il y a vraiment d'autres éléments. Maintenant, sur le plan social, comment quelqu'un peut être affecté dans sa santé sur le plan social? Ah, justement, la vie de l'homme est faite de relations. Donc, c'est important justement de ne pas vivre en autarcie, enfermé, d'avoir un tissu social. Parce que lorsqu'on a un tissu social, on partage ses problèmes, on a des amis tels que nous sommes, eh bien, on partage en quelque sorte aussi ses préoccupations, ses soucis, on côtoie les autres, on expérimente évidemment autre chose. On voit par exemple, vous vous réveillez le matin, vous êtes grincheux, vous n'avez pas une bonne humeur, vous rencontrez quelqu'un qui a les sourires, eh bien, vous allez devoir tout de suite vous ajuster par rapport à cette personne parce que vous allez vous dire, tiens, pourquoi moi je suis grincheux alors que l'autre est souriant? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui ne se passe pas dans la mienne, etc. Donc c'est important d'avoir un tissu social, de tisser des relations, parce que ça permet également de ne pas se retrouver dans l'anxiété, dans la dépression. Ça réduit aussi le stress, parce qu'on ne vit pas seul, on ne vit pas seul dans le monde. Donc, voilà, c'est important. C'est pour ça que l'OMS, évidemment, s'appuie également sur cet aspect-là. Mais au-delà, toujours dans cet aspect social, il faudra évoquer aussi, par rapport aux hommes, bien sûr, la vie sexuelle. Parce qu'évidemment, un homme qui ne vit pas, qui vit seul dans la société, n'a pas de relation, même avec une femme, et ça fait qu'il n'aura pas de vie sexuelle. Et ça peut aussi amener à des difficultés, même à des problèmes au niveau mental. En fait, les trois aspects ou les trois prismes se rejoignent quelque part. Parce que sans le social, il y a risque de maladie physique. Et lorsqu'il y a un problème avec la santé physique, ça peut impacter aussi la vie sociale et même la vie sentimentale ou émotionnelle, etc., etc. Oh, le docteur, je suis merveilleux. Vous savez, mon épouse et moi, nous nous occupons des couples et nous travaillons à bâtir les couples et les familles. Et ce que vous venez de mentionner vient de me rejoindre. Là où je comprends pourquoi Dieu a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui trouverai cette aide. Dieu fabriqua l'homme, il avait conçu que c'est vraiment pas bon qu'il évolue seul. Et donc, sa compagne, vraiment au-delà justement de tous les autres aspects, c'est un partenaire vraiment avec qui travailler, partager les pressions de la vie, exactement, avec qui dialoguer. Alors, cher homme, si tu es là, tu nous écoutes, eh bien, tu as l'âge déjà de trouver un partenaire. Alors, je t'encourage à persévérer, mais à rechercher le conseil de Dieu pour trouver justement cette âme sœur qui contribuera à te bénir, à t'épanouir dans ce que le Seigneur a pour toi, dans des plans merveilleux dans ta vie. Alors, également, comme le docteur a mentionné, vous voyez pourquoi la parole de Dieu dit qu'il n'est
il est doux et bon pour les frères de demeurer ensemble, Exactement. doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La solitude a vraiment impacte notre santé. On a vu dernièrement, d'ailleurs, durant la période de Covid, beaucoup sont morts, non pas nécessairement de COVID, mais de santé mentale. mentale liées notamment à la solitude. La solitude. Et alors, ne reste pas seul, sois connecté avec tes frères, sors de ton confort, de ton statu quo, accepte d'aller, voilà, de rejoindre un groupe d'amis et ainsi être en bonne santé. Alors, merci, wow, c'est merveilleux. Alors, une autre question maintenant, je crois que vous l'avez un peu effleuré à votre introduction, qui parle justement de ces maladies qui frappent souvent les hommes. Alors, j'aimerais que vous preniez un peu de temps pour les énumérer, en tout cas quelques-unes, les principales, et nous donner justement des conseils comment parvenir ou éviter de tomber dans cette maladie, ou si on est de là, comment s'en sortir. Exact. Merci pour la question. Au fait, quand on parle de la santé des hommes, il faut considérer les impératifs, les enjeux de la masculinité. Donc, il y a des pathologies qui sont essentiellement, qu'on retrouve essentiellement chez les hommes, parce que le corps de l'homme est constitué différemment du corps de la femme. Et donc, outre le cancer de la prostate et ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est en réalité une tumeur bénigne, parce que les cancers, c'est une tumeur maligne. Au niveau de la prostate, la femme n'a pas de prostate, donc c'est une pathologie qui est vraiment spécifique aux hommes. Et ça, c'est la toute première pathologie, où disons la majorité d'hommes, à partir d'un certain âge, 40 ans déjà, sont susceptibles justement de développer soit l'hypertrophie, soit les cancers de la prostate. Donc, il y a un suivi qui doit être fait à partir d'un certain âge. Généralement, au Canada, on reçoit un courriel ou bien à travers son médecin traitant, on va vous conseiller justement une prise de sang ou un certain bilan. Alors, à côté de ça, il y a en deuxième lieu, on pourrait citer les maladies du cœur. Les maladies du cœur, essentiellement, on appelle ça dans le langage scientifique, les maladies cardiovasculaires ou coronaires. Donc, on connaît très souvent l'infarctus du myocarde. Et puis, il y a aussi les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Donc là, c'est lorsqu'il y a un caillot qui se déplace au niveau du cerveau et qui va gêner la circulation, ou bien un vaisseau au niveau du cerveau qui éclate. Voilà. Mais le plus souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un caillot qui va se détacher à la suite, par exemple, d'un problème de cholestérol. Parce que le cholestérol va finalement créer ou provoquer un dépôt de ce qu'on appelle la plaque d'athérome qui va obstruer le passage du sang dans le vaisseau sanguin. Et lorsque le caillot qui s'est formé se détache, il devient un embole, il peut aller se loger dans des petits vaisseaux au niveau du cerveau et gêner la circulation. Voilà, ça c'est ce qui arrive pas souvent. Et il est très important, évidemment aussi, d'agir assez vite, parce que c'est une urgence. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des campagnes qui sont menées pour que les gens reconnaissent très très rapidement les signes de l'AVC. Alors, à côté de l'AVC, il y a aussi le diabète. Essentiellement le diabète de type 2, qui est une maladie évidemment métabolique qu'on rencontre souvent chez les hommes. Généralement à cause soit de la consommation du sucre, parce que bon, le sucre n'est pas bien métabolisé par le corps, donc le corps n'est pas produire suffisamment d'insuline, qui est une hormone qui permet de réduire les taux de sucre dans le sang, ou simplement l'action de cette hormone n'est pas efficace au niveau cellulaire. Donc ça ne permet pas de réduire le taux de sucre dans le sang. Mais à côté de ça, il y a aussi ce diabète-là qui peut générer d'autres problèmes, notamment les problèmes cardiaques, parce que lorsqu'on a un excès de sucre, l'excès de sucre va se convertir en gras. Et ce gras-là peut se déposer. Donc ça, c'est lié également. Mais à côté de cela, il y a la dysfonction érectile. On sait que la santé sexuelle chez les hommes, c'est
quand même important et il arrive souvent, suite au vieillissement, à partir des 40 ans aussi, que l'homme expérimente des difficultés au niveau de sa vie sexuelle. C'est tout à fait normal, mais bon, il y a moyen également d'aller vers les professionnels pour trouver, si ça devient assez préoccupant, hein, de trouver des solutions, etc., etc. Mais parfois, ça peut être dû simplement au fait qu'on dort mal ou bien on est très stressé. On ne devrait pas au début s'en inquiéter, mais sinon, si ça devient inquiétant, alors à ce moment-là, il faudra consulter. Voilà. Et à côté de cela, je pense que ça, c'est des pathologies les plus courantes hein, chez les hommes. Donc, je peux récapituler. Il y a les cancers de la prostate ou l'hypertrophie de la prostate. Il y a les maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus du myocarde et même les AVC. Il y a le diabète, il y a la dysfonction érectile. C'est essentiellement ces pathologies-là, d'ailleurs pour lesquelles, dans le plan d'action du ministère de la Santé, très souvent, on va envoyer des courriers aux gens, aux hommes, à partir d'un certain âge, pour qu'ils aillent justement faire un bilan pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de problème de santé à ces niveaux-là. Mais par rapport au cancer, il y a d'autres cancers également aussi qui concernent les hommes, notamment le cancer du côlon. Hein, lorsque, par exemple, un jour, on remarque qu'il y a des traces de sang dans le sel, il peut s'agir effectivement soit des polypes, soit de cancer au niveau du côlon. Et donc, pour ça, il y a un examen qu'on fait généralement, c'est la colonoscopie ou la coloscopie. Donc, on va introduire une sorte de sonde avec une caméra au bout pour regarder à l'intérieur de l'intestin s'il n'y a pas de lésions, s'il n'y a pas d'altération. Et peut-être, parfois, on peut faire des biopsies et puis envoyer ça au laboratoire pour savoir si c'est un cancer ou si ce n'est pas un cancer. Mais pour les hommes qui fument, il y a aussi notamment les cancers de poumon, qui est un cancer assez meurtrier, pardon, parce qu'il y a deux types au fait. Hein. Il y a un cancer qui est très très meurtrier. 80% de personnes meurent dans les 5 ans, mais il y a un autre heureusement, qui est plus courante, qui n'est pas meurtrier. Et à côté de ce type de cancer, il y a également d'autres pathologies qui peuvent concerner les hommes, notamment au niveau du foie, pour les hommes qui consomment essentiellement beaucoup d'alcool, hein, donc le foie peut être impacté. Et puis il y a aussi, bien évidemment, parce que l'alcool est calorifique, hein, donc dans l'alcool, il y a beaucoup de calories, beaucoup de sucre aussi. Qui peuvent amener justement à d'autres problèmes au niveau cardiaque et même au niveau du syndrome métabolique, donc qui est aussi une pathologie qu'on peut rencontrer fréquemment chez les hommes. Wow, merci d'avoir énuméré justement ces maladies. Alors, on peut essayer de zoomer in, justement, essayer de comment aider justement les hommes à prévenir ces maladies, que ce soit bien la prostate, les maladies cardiovasculaires, dysfonctionnement érectile, diabète. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour prévenir ces pathologies? Oh, très bonne question. Au fait, ici, il y a deux prismes hein, à travers lesquels on peut considérer ou approcher cette question-là. C'est qu'il y a le prisme de l'hérédité, de la génétique. Là, évidemment, on ne peut pas grand-chose parce qu'effectivement, il y a des antécédents. Généralement, on vous posera la question, est-ce que dans la famille, il y a déjà des personnes qui ont souffert de problèmes cardiaques? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont souffert des cancers? Parce que justement, il y a cette prédisposition-là. Mais de l'autre côté, l'autre prisme, c'est vraiment les facteurs qui sont associés au comportement, au mode de vie. Alors, je disais tout à l'heure, l'activité physique est essentielle. Donc, pour les hommes qui ne font pas d'activité physique, qui sont sédentaires, évidemment, il y a un risque important. Et pour prévenir, il est important justement d'inverser hein, le comportement, de changer de comportement. C'est justement de s'adonner à une activité physique régulière. Et par rapport au sucre, bien évidemment, c'est de restreindre ou de limiter la consommation de sucre parce que si on consomme beaucoup de sucre, c'est qu'on pousse son corps à élaborer suffisamment d'insuline pour pouvoir justement
utiliser ces sucres-là, parce que l'insuline, c'est une hormone, en fait, hein, qui est produite par le pancréas. Et cette hormone-là joue le rôle, justement, de baisser le taux de sucre. Donc, de favoriser, si on veut, l'entrée du glucose dans les cellules, parce que les cellules en ont besoin comme source d'énergie. Alors, lorsqu'on ne fait pas d'exercice physique et qu'on consomme beaucoup de glucides ou de sucre, évidemment, tout cela s'accumule, donc il y a risque de maladie. Donc, il faudra inverser, consommer moins, restreindre la consommation de sucre, faire de l'exercice physique. Si on boit de l'alcool, réduire également la consommation d'alcool. Si on fume, là, je ne dirais pas réduire le tabac, mais plutôt arrêter. Arrêtez. Hein, arrêter, c'est mieux que de réduire. Voilà. Donc, c'est essentiellement cela. Donc, c'est vraiment de changer de comportement, mais aussi d'avoir une alimentation. Voilà, ça, c'est important également, d'avoir une alimentation équilibrée, saine, ça veut dire variée aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas manger tous les jours des légumes. Il faudrait justement, à côté des légumes, associer les céréales, associer les produits laitiers, associer la viande, etc., etc. Donc, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, saine, et aussi en quantité suffisante. Merveilleux, merveilleux. Merci pour ce conseil, docteur. Il y a cet aspect vraiment important que vous avez mentionné du dysfonctionnement érectile, n'est-ce pas? On a beaucoup voilà, en tout cas des femmes qui se plaignent, qui souffrent dans leur foyer parce que c'est considéré comme tabou. Les hommes acceptent juste le statu quo au lieu de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux hommes qui passent par ce défi-là de dysfonctionnement érectile? Je savais que tu allais revenir sur cette question-là parce que, bon, tu encadres les hommes, etc. C'est tout à fait important. Et la vie sexuelle dans un couple, c'est important. C'est important. Alors, un homme qui rencontre ces types de problèmes devrait, comme je l'ai dit, d'abord s'examiner soi-même. Hein? Comment est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il consomme beaucoup d'alcool? Est-ce que il est souvent stressé, fatigué, etc., etc. Parce que c'est sûr que lorsqu'on est stressé ou lorsqu'on est fatigué, on ne peut pas être performant. Et ça, c'est déjà la première démarche à faire. D'accord? Et la deuxième, ce serait lorsque le problème persiste. C'est de consulter, bien sûr, un professionnel qui va, évidemment, après ce que nous appelons une entrevue ou un questionnaire, c'est-à-dire un entretien avec vous, essayer d'évaluer, n'est-ce pas, la situation, et à la suite de cette évaluation, il va vous proposer peut-être des examens, un bilan, et puis par la suite, un traitement. Voilà. Wow. Alors, vraiment merveilleux. N'est-ce pas, vous êtes bénis, chers hommes, d'absorber ces informations qui sont... oui, docteur. Oui, et si tu permets, parce que je sais que les hommes, parfois, ils courent vite vers des solutions qui sont proposées, telles que les aphrodisiaques, les produits aphrodisiaques. Il faut faire très attention parce qu'un abus d'aphrodisiaques peut également être dangereux. Dangereux. Ouais. Donc, il faut absolument procéder tel que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire de s'examiner soi-même. Est-ce que nous dormons bien suffisamment? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que déjà pendant la journée, comment vous vous êtes comporté vis-à-vis de votre conjoint, votre partenaire? Et puis, par la suite, si le problème persiste, évidemment, vous allez voir un professionnel qui va vous proposer des solutions adéquates. Merveilleux, merveilleux. Alors, chers hommes, vous venez d'écouter vraiment des conseils vraiment judicieux qui vont être une bénédiction pour vous maintenir en santé physique, mentale, que ce soit bien sociale également. Et nous sommes très ravis. Alors, avant de passer à la fin, je vais laisser un mot de la fin au docteur. Si vous avez à dire un mot de la fin aux hommes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Oui, alors je voudrais ici, en guise justement de conclusion, rappeler qu'au Canada, il y a une journée, c'est tout au long du mois de juin, qui est consacrée justement aux hommes, à la santé des hommes et de leur famille.
Donc, c'est une journée qui a été consacrée aux hommes pour pouvoir justement mettre l'accent sur les impératifs de la masculinité, sur les besoins spécifiques des hommes, également sur les services qui sont proposés et même offerts aux hommes. Donc, il est important que dans le plan, par exemple, d'action, d'ailleurs, qui existe au niveau du ministère de la Santé, il y a un plan d'action qui vient d'ailleurs de s'achever. C'est un plan quinquennal, donc de 2017 à 2022. C'est un plan qui est essentiellement consacré à la santé des hommes, où on peut trouver justement toutes les informations dont on a besoin par rapport à la santé des hommes. Mais il est important que les hommes retiennent une chose, c'est que la plupart des pathologies qui concernent les hommes, c'est des pathologies qui sont associées ou inhérentes au comportement et au mode de vie. Donc il est important que nous puissions adopter, n'est-ce pas, des saines habitudes de vie, introduire une activité sportive, avoir une vie relationnelle, également consommer moins d'alcool, moins de tabac, boire suffisamment, bien dormir, etc., etc. Je pense que si on respecte cela, on change de mode de vie et de comportement, on pourrait justement espérer avoir une meilleure santé. Waouh, waouh, waouh. C'est déjà la fin. Docteur Ghislain, nous vous sommes reconnaissants pour ces conseils judicieux. Alors, chers amis, chers hommes, on arrive à la fin de notre émission. Nous vous conseillons vraiment, si vous aimez vos proches, vos parents, vos amis, alors partagez cette émission pour que également puissent bénéficier et n'hésitez pas à rester branchés chaque jeudi à 18h pour notre émission Le Rendez-vous des Hommes sur LBS Web TV. Encore une fois, Dr. Ghislain, cher ami, merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'apprécie beaucoup cette brillante idée d'organiser ce type d'émission. Je vous en prie, merci.